On va préciser les choses avec des études basées sur des images par résonance magnétique, les IRM, vous en avez sans doute entendu parler. Donc c'est un méga aimant qui va faire bouger les atomes d'hydrogène. Voilà. Bon, l'ordinateur va traiter toutes les informations renvoyées et on va avoir des images. Vous avez, si vous voulez, un lien pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'IRM. On peut avoir des images de n'importe quelle partie du corps, hein, genou, estomac, etc., etc. Alors, au niveau du cerveau, on a plusieurs vues, faire plusieurs types de coupes. Ici, donc, une vue coronale, donc, comme ceci, alors plus ou moins avancée, hein, vers l'avant ou vers l'arrière, mais toujours parallèle au front. On peut avoir des vues axiales, donc perpendiculaires au front cette fois, de haut en bas. Alors ici, par exemple, on voit les yeux. C'est une coupe au niveau des yeux, là, ici. Là, vous avez une vue sagittale, donc de bas en haut. Voilà, c'est un peu... Je vous ai présenté des documents qu'on voyait comme ça. Beaucoup, donc on voit le tronc cérébral, le cervelet, les yeux sont vers l'avant. Donc on devine sur ces images la substance grise, voilà, qui est en gris ici, comme son nom l'indique. On voit le crâne aussi, donc l'os, et puis un petit peu la peau par-dessus. Ici, il s'agit d'IRM anatomique. Donc on va regarder sur ces images si une zone du cerveau a été abîmée, quelle zone a été abîmée suite à un AVC par exemple. Voir s'il n'y a pas d'autres zones, des petits AVC qui pourraient endommager le reste du cerveau. Voir une tumeur, par exemple. Hein, les personnes ont des symptômes, ça correspond à une tumeur. On confirme le diagnostic avec ces images. Et puis, on a ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Là, la personne, en fait, on va avoir une idée du fonctionnement du cerveau. C'est plus uniquement l'anatomie, mais du fonctionnement. C'est un petit peu plus compliqué, mais bon, il y a un traitement d'image. Alors évidemment, le cerveau fonctionne partout, il n'est pas au ralenti, hein, mais on va voir les zones qui fonctionnent le plus. Donc voilà l'échelle. Et sur cette échelle, on voit que les zones qui fonctionnent le plus ici, ce sont les zones qui sont blanc, jaune. On la voit très bien ici. On reconnaît que c'est la position du lobe temporal supérieur, gauche ici. Ici, vous avez le lobe, la partie supérieure du lobe temporal droit. Mais vous avez tout un tas d'autres aires qui sont aussi actives, celle-là particulièrement, ici aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à cette personne pour que tout ça s'allume? Eh bien, on lui fait écouter de la musique classique, sans parole. Personne normale, ça veut dire qu'elle n'est pas sourde, hein, il n'y a pas de problème auditif, pas de cancer, rien du tout, c'est pas forcément un musicien non plus. Donc voilà, on lui fait écauter de la musique classique, et on voit que le lobe temporal droit est plus actif, plus allumé, on va dire, enfin l'aire auditive droite est plus grande que celle de gauche, ce qui confirme ce qu'on avait vu tout à l'heure. La musique est préférentiellement traitée du côté droit. Alors ça s'allume aussi à gauche, évidemment, la personne entend avec son oreille gauche, hein, et donc l'aire auditive gauche reçoit des informations à partir de l'oreille gauche. Ensuite, deuxième chose, on s'aperçoit qu'il y a d'autres aires qui sont actives. Donc ça veut dire que ces aires auditives envoient l'information ailleurs. Et que c'est au niveau de ce ailleurs qu'il va y avoir mémorisation, interprétation, etc., etc. Donc l'aire auditive n'est pas la seule en fait à analyser les sons. C'est une première analyse des sons et ensuite c'est envoyé dans d'autres aires. Ici, ce document est dans votre livre. Vous avez donc un individu qui écoute de la musique sans parole. C'est le même principe, hein, IRMF. Voilà. Alors, c'est la partie gauche, hein, c'est l'hémisphère gauche. Donc ici, c'est une partie de l'hémisphère du lobe temporal supérieur gauche. La musique sans parole, donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est la partie droite qui va traiter préférentiellement la musique, la partie gauche
reçoit également des informations concernant cette musique. Là, on lui met des paroles et hop, c'est une autre zone qui s'allume. Donc on voit bien qu'il y a une spécialisation hein, au niveau des aires auditives. Autre expérience qui est racontée dans un autre livre, le Belin, je n'ai pas mis ses références. Donc on a pris des Français, une quinzaine de Français qui ne comprennent pas le tamoul, comme vous, enfin moi en tout cas c'est sûr, vous peut-être. Donc on leur lit une histoire en tamoul. On voit quel est l'air qui s'allume le plus, donc l'air auditif est stimulé, ben, ils entendent. Voilà. Par contre, quand on leur lit une liste de mots en français, ils comprennent et on voit que c'est du côté gauche que c'est géré. Hein, l'interprétation des mots est gérée dans cet air-là. Et quand on leur lit une histoire, cette fois, donc c'est pas simplement une liste de mots sans lien entre eux, eh bien il y a encore une autre aire qui s'allume toujours du côté gauche. Donc on voit que l'hémisphère gauche est bien spécialisé dans l'interprétation du langage en fait. Bon, bilan un peu, nous on va rester à des niveaux assez simples. Hein. Donc vous avez les cellules ciliées qui transforment les vibrations qu'elles ont reçues en message nerveux. Ce message nerveux est transmis via le nerf auditif à droite et à gauche hein, aux aires auditives primaires, gauche et droite, qui ensuite transmettent ce message à d'autres neurones, toujours dans l'aire auditive, on appelle ça l'aire auditive secondaire, donc déjà il y a un traitement, mais on a aussi des transmissions à d'autres aires cérébrales qui, elles, vont contribuer également à ce traitement et à cette interprétation et à cette mémorisation. Puisque on va parler donc d'apprentissage. Hein. Donc les aires auditives, ce sont celles qui reçoivent les messages nerveux auditifs, mais ensuite vous avez tout un tas d'autres aires. Alors ces aires auditives, mais plus d'autres vont après apprentissage donc interpréter tout notre univers sonore en fait. C'est pour ça qu'on va reconnaître les bruits de la rue, etc. puisqu'on les a mémorisés, appris, etc. Une dernière petite diapo, donc pour vous montrer en fait que le cerveau des musiciens est un peu différent de celui des autres. Alors, si on met le volume de substances grises supplémentaires, donc des neurones en plus, dans deux zones, une qui est ici, donc qui n'a rien à voir avec l'aire auditive, qui est plutôt une aire motrice, enfin sensorimotrice, et ici une aire qui elle fait partie, cette aire-là, fait partie du lobe temporal, donc qui est donc consacré à l'air, qui est dans l'aire auditive, qui est plutôt l'aire auditive. Alors on voit que, alors c'est fait par rapport à une moyenne de gens qui ne sont pas musiciens. Voilà, la plupart des gens ne sont pas musiciens, donc on va dire que voilà, ils ont tel pourcentage de neurones. Et on regarde de combien les autres ont de neurones en plus. Alors on s'aperçoit que même les amateurs, des amateurs sérieux, puisque c'est 1 heure par jour, ils ont 5 fois plus de neurones dans ces zones-là que les non-musiciens. Alors c'est simplement, ça peut être l'aire motrice parce qu'ils se servent de leurs doigts pour jouer de l'instrument, donc c'est pour ça que l'aire sensorielle ou l'aire motrice contiennent plus de neurones. L'aire auditive contient, quand on est amateur, 1,5 fois plus de neurones que chez les non-musiciens. Alors là, on voit qu'il y a une différence plus nette entre amateurs et musiciens professionnels. L'aire auditive est quand même plus stimulée chez les musiciens professionnels. Souvent, ils ont commencé très très tôt la musique et ça modèle le cerveau un petit peu pour toute la vie, ça. Mais le cerveau peut s'adapter. Enfin, c'est pas peu, c'est le cerveau s'adapte à notre environnement. Le cerveau des sportifs va être différent de celui des moins sportifs. Ils vont avoir des aires plus développées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de neurones qui vont se consacrer à... si ce sont des basketteurs, je dis n'importe quoi, hein, il y aura plus de neurones consacrés au bras, par exemple, aux muscles du bras, à la régulation du geste, etc. que chez les autres sportifs qui servent moins de leurs bras, ou chez les gens, la moyenne de la population. Voilà, je vais y arriver. Donc votre cerveau, quel que soit votre âge, peut
va se modifier en s'adaptant, donc en adaptant les neurones qu'il va consacrer à telle ou telle tâche. Alors évidemment, cette modification, pour qu'elle reste pérenne, il faut de l'entraînement, hein, il faut du temps pour que ça reste, et il faut continuer régulièrement. Voilà pour aujourd'hui.